Le Bénin, comme il l'a dit, c'est le chef d'état-major qui a posé un problème, disons, militaire. Parce que le Bénin, quand il dit, nous on est allé au Niger, disons, nous on a fait un pas, et que c'est les autres qui ne répondent pas, mais bien sûr, nous admirons son pas. Mais les autres ne répondent pas. Pourquoi? Ils disent, mais tant que vous avez les bases militaires de nos ennemis, des gens qui ouvertement disent qu'ils veulent notre tête chez vous, mais comment voulez-vous qu'on travaille avec vous? Les bases françaises sont là. Il ne suffit pas de nier les faits. Aujourd'hui, j'apprends que la société civile béninoise s'apprête à marcher pour demander le départ des militaires français. L'Afrique, aujourd'hui, traverse un tournant historique où les questions de souveraineté, de justice et d'émancipation économique occupent le devant de la scène. Cette vidéo met en lumière les enjeux profonds liés à l'Alliance des États du Sahel, AES, et aux dynamiques géopolitiques qui l'entourent. Les régimes autrefois critiqués et jugés comme illégitimes par les puissances occidentales semblent désormais susciter un regain d'intérêt dans la sous-région. Des pays comme le Ghana, le Bénin et le Togo, bien que traditionnellement alignés sur des politiques occidentales, ne cachent plus leur empathie envers la charte de l'AES. Ce repositionnement interroge. Pourquoi ces nations, autrefois distantes, envisagent-elles aujourd'hui de collaborer ou même d'adhérer à l'AES? Pour éclairer ces questions, nos invités, Mohamedou Aliou Diouf, journaliste et historien, et ambassadeur Sogouyou, panafricaniste convaincu, reviennent sur des thématiques clés. Les frustrations historiques liées à l'indépendance tronquée et au néocolonialisme. L'héritage des luttes panafricanistes, incarnées par des figures comme Sékou Touré ou Kwame Nkrumah, et leur résonance dans les combats actuels. Le rejet croissant des instruments néocoloniaux, comme le franc CFA, qui continue de financer des systèmes d'exploitation au détriment des nations africaines. Restez avec nous pour explorer comment l'Afrique cherche à réinventer son avenir, loin des modèles imposés, et à reprendre le contrôle de son destin. Pour revenir au plateau, la Diouf, le Ghana de John Mahama, le Togo de Faure Gnassingbé, puis récemment le chef d'état-major des forces armées béninoises, tous souhaitent coopérer avec l'Alliance des États du Sahel. Ma question, pourquoi autant d'effervescence autour de régimes dits pourtant militaires? Pour moi, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le réalisme. Quand il y a un coup d'État, même quand on est contre un coup d'État, on prend acte. On ne va pas dire je suis contre le coup d'État, je ne reconnais pas le régime qui est sur place. Le deuxième élément, c'est la proximité géographique qui fait que nous avons des liens qu'on ne peut pas enlever. Le troisième élément, l'AES n'est pas un crime, parce qu'il faudrait dire les choses comme elles sont. Ces trois pays qui sont confrontés au terrorisme en particulier, qui ne sont pas contents de la réaction des autres pays membres, qui essayent de mettre leurs forces ensemble pour vaincre ce problème qui ne se limite pas à leur seul pays. Le président ghanéen, il vient d'arriver, il a été élu de façon démocratique. Il a parfaitement raison de se mettre dans cette logique de collaboration. Il l'a dit d'ailleurs très clairement dès le départ, il est pour la collaboration, pas pour le Ghana avec l'AES seulement, mais même la CEDEAO et l'AES, il l'a dit de façon extrêmement claire. Pour le cas du chef d'état-major général du Bénin, il s'agit plutôt d'une question militaire que d'une question d'AES. Il a été très clair, l'officiel qui parlait également au nom du pouvoir du Bénin, en posant le problème de ce point où il y a une rencontre entre le Bénin, le Niger et le Burkina, il se plaignait en disant que du côté béninois, il y a quelque chose, de l'autre côté, il n'y a rien. Ce qu'il veut, lui, c'est plutôt de la coopération militaire qu'une adhésion au niveau de l'AES pour combattre les terroristes au niveau de cette zone. Pour ce qui est du Togo, je n'ai pas vu l'initiative du Togo. Quand on a posé la question au ministre, je me demande même est-ce que la question ne l'a pas surpris. Bon, comme il est un habitué de ce genre de choses, il a fait ce qu'on pourrait appeler un coup médiatique. Parce qu'aujourd'hui, quand on dise une bonne partie de la jeunesse africaine est pour, de façon incontestable, une souveraineté de l'Afrique. Mais ça fait qu'aujourd'hui, vous avez des panafricanistes 1.0, vous avez des panafricanistes 2.0, vous avez des panafricanistes 3.0. Et il y a du tout dedans, y compris des gens convaincus, des opportunistes, des gens qui essayent de faire en sorte que leur population puisse les suivre
alors que les populations ne les auraient pas suivis sur d'autres aspects. Vous avez tous ces éléments qui sont ensemble, donc le Ghana, le Bénin, le Togo. Pour moi, les situations ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ces trois pays-là. Ben, j'ai dit et répété toujours que l'avenir est dans l'AES. L'avenir n'est pas dans une CEDEAO moribonde, morte, déjà enterrée. L'avenir est dans l'AES et certains membres de la CEDEAO sont en train de se demander où allons-nous nous recaser après l'enterrement de la CEDEAO. Donc, il est tout à fait logique que des pays réfléchis commencent à penser AES, à parler AES, à militer AES. Le problème, ce n'est pas l'AES. Le problème, c'est une question de souveraineté, de liberté. Aujourd'hui, si tu veux la souveraineté de ton pays, tu veux la liberté, tu veux, disons, profiter des biens de ton pays, mais tu es AES. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont apporté de nouveau en sortant des griffes des pilleurs professionnels depuis 2, 3, 4, 5 siècles et qui ne sont pas rassasiés. Ils ont tout pris. Ils veulent continuer à tout prendre. Ils ne sont pas rassasiés. Maintenant, en les prenant un à un, le Ghana. Le Ghana est un modèle intéressant parce que dans la cacophonie de coups d'État, qu'est-ce qu'on dit, CEDEAO, on condamne, on va aller faire la guerre. Normalement, en Afrique de l'Ouest, les pays anglophones devaient se mettre à l'écart de ces palabres. Ça ne les concerne pas. Parce que aucun de ces pays anglophones n'a jamais dit à la France, viens, bon, désormais tu vas imprimer notre monnaie, viens, désormais nous laissons la moitié de nos devises dans la Banque de France, viens, désormais, si nous voulons exploiter notre pétrole, notre or, nos diamants, viens donner l'ordre d'abord, viens, si nous avons quelque chose, nous voulons nouer des relations avec tel ou tel autre pays, viens nous donner l'autorisation d'abord. Donc ces pays anglophones n'endurent pas, ne souffrent pas ce que les pays francophones souffrent depuis que le premier Français a mis le pied sur leur territoire. Alors, bizarrement, ces pays étaient les plus hargneux contre les pays francophones qui veulent leur liberté, qui veulent juste être au niveau de là où sont ces pays anglophones, à savoir avoir la marge de manœuvre. Et on n'est même pas encore arrivé à la monnaie. Arriver un jour à faire une monnaie, mais ils sont allés s'aligner derrière les intérêts français. Pourquoi? Récemment, dans les propos du général Tchiani, on apprend qu'il y a des corruptions mais malheureuses, minables. Parce que moi, quand on me parle de 4 milliards de francs CFA pour un pays comme le Nigeria, mais ça me fait rire. À côté de nous, le Ghana, le dirigeant, lui, il était toujours à l'Élysée. Il aimait les médailles. On lui en a donné plein. Je ne sais pas dans quelles armoires il va ranger tout ça maintenant qu'il est parti. Alors, la nouveauté, justement, aujourd'hui, c'est que vienne au pouvoir quelqu'un dans un pays anglophone de la sous-région ouest africaine qui commence à ouvrir les yeux, qui se dit, mais au fait, de quoi nous nous mêlons? Si la France veut écrémer jusqu'à la mort ces colonies, ce n'est pas notre problème. Mais nous, ces colonies étant frontalières de notre territoire, nous avons intérêt à avoir affiché un comportement qui fasse qu'on ne se fabrique pas des ennemis à notre frontière, qu'on puisse travailler ensemble. Et ces ennemis ou ces colonies françaises martyrisées, elles ont quel problème? Elles disent juste qu'on lutte contre les djihadistes. Or, les djihadistes, c'est qui les djihadistes? C'est les Koulouna de Paris. C'est les Koulouna que Paris a ensemencé dans nos régions. On tue, on pille, on brûle, sans état d'âme. C'est les Koulouna, ça. Donc, les Koulouna, pour faire allusion aux braqueurs. Aux braqueurs de choses de Kinshasa. C'est les Koulouna. Avant le mot. Donc, le Ghana est venu. Le Ghana se dit, mais le Burkina, c'est mon voisin. Il est tout à fait normal que je travaille avec le Burkina, que les soucis du Burkina soient partagés parce que nous avons les mêmes populations. Mais l'autre qui vient de partir, lui, il a toujours agi comme si la partie nord de son pays ne l'intéresse pas. C'est pourquoi les problèmes limitrophes de la partie nord, mais il s'en foutait. Ça, c'est le Ghana. Le Bénin,
comme il a dit, c'est le chef d'état-major qui a posé un problème, disons, militaire. Parce que le Bénin, quand il dit, nous on est allé au Niger, disons, nous on a fait un pas, et que c'est les autres qui ne répondent pas, mais bien sûr, nous admirons son pas. Mais les autres ne répondent pas. Pourquoi? Ils disent, mais tant que vous avez les bases militaires de nos ennemis, des gens qui ouvertement disent qu'ils veulent notre tête chez vous, mais comment voulez-vous qu'on travaille avec vous? Les bases françaises sont là. Il ne suffit pas de nier les faits. Aujourd'hui, j'apprends que la société civile béninoise s'apprête à marcher pour demander le départ des militaires français. Ou bien, on admet que la société civile béninoise est mal informée, qu'il n'y a pas de base militaire française et qu'elle en a fabriqué. J'attends d'ailleurs les réactions de certains ambassadeurs qui vont adresser les lettres à la société civile béninoise, aux syndicats, pour leur dire, mais vous manifestez contre des bases qui n'existent pas. Le porte-parole du gouvernement béninois, dans une adresse devant la presse en fin de semaine, a encore réitéré la position du gouvernement béninois, pas de base militaire française au Bénin. Bon, ça c'est l'information officielle. Oui, c'est l'information. Le porte-parole, si j'étais à sa place, j'aurais dit la même chose. Vous savez, un gouvernement, c'est un corps, c'est un ensemble. On ne dit pas le contraire de ce que les autres pensent. Non, un gouvernement, il est solidaire. Donc, le chef d'état-major de l'armée du Bénin, voyant les dangers, il sait. On a tué ses enfants. Ça dit que les militaires béninois, on les a tués, c'est ses enfants. Il sait que s'il reste sur des principes bizarres, du genre il n'y a pas de base, du genre les Français vont nous aider, vont nous sauver des terroristes. Mais je me dis, mais c'est triste. C'est triste que quelqu'un au Bénin croit que les Français vont sauver les Béninois des terroristes. La preuve leur a été donnée, malheureusement, négativement, et endeuiller beaucoup de familles, et endeuiller nous tous, parce que quand on tue des Béninois ici, c'est comme on tue les Togolais. Nous sommes dans la même barque. Donc, ça, c'est le Bénin. Le chef d'état-major du Bénin pose un problème vraiment plus militaire que politique. Maintenant, le Togo. Mais est-ce qu'on avait même besoin de parler du Togo en ce qui concerne l'AES? Le Togo, vous savez, a une position qui est très claire, mais il y en a qui ont intérêt à la rendre floue, à la rendre sombre, à la rendre noire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent, ils se disent, comment on va faire pour brouiller les cartes entre le Togo et l'AES? Ils affirment, le Togo, c'est la France-Afrique, hein. Les gens de l'AES, ils doivent faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Eux, ils veulent nuire au Togo vis-à-vis de l'AES. D'autres renchérissent, mais dans le sens contraire. Faut faire attention, hein. Le Togo, il n'est là que pour les intérêts de la France. Et quand on dit ça, c'est pour dresser les gens de l'AES contre le Togo, ou bien il est là. Non, le Togo, c'est un membre fondateur de l'AES. C'est pour dresser le Togo contre la France. Heureusement, le Togo sait se retrouver dans ce méli-mélo. Le Togo a un cap qu'il tient et qu'il tiendra jusqu'au bout, et il n'a pas de leçon d'appartenance ou de la non-appartenance à l'AES à recevoir de qui que ce soit. Parce que le panafricanisme, vous savez, Gilles, personnellement, je n'aime pas crier, je n'aime pas me présenter comme panafricaniste, hein, parce que c'est mélangé de tout. Chacun en profite. Il y a des gens sans le panafricanisme, on n'aurait jamais connu leur nom. Donc, ils en profitent, ils en usent et en abusent. On fait le tour des palais et pour s'engraisser un peu. Et puis quand on vient, on se dit, si on laisse la paix régner, il n'y aura pas de clivage, il n'y aura pas de raison de continuer à s'empiffrer. Nous savons tout ça, mais personne n'a de leçon à donner à la diplomatie togolaise, qui a toujours été constante, qui a été toujours sur la bonne ligne, qui a toujours dit on ne peut pas attaquer nos frères du Sahel, qui a toujours, ce qui s'est montré disponible, on dit le port de Lomé, on a laissé ça pour les gens de l'AES. Où est le problème en ça? Le port appartient au peuple. Mais dans les autres pays où on a fermé le port aux gens de l'AES, mais le port de Cotonou appartient au peuple béninois. Mais on a fermé. Si les dirigeants veulent fermer, ils ferment, c'est leur droit.
C'est leur prérogative. Donc dire que non, en laissant le port, on n'a rendu aucun service particulier parce que le port appartient au peuple, je suppose que tout le peuple togolais n'a pas tenu une conférence nationale pour décider qu'il faut laisser le port de Lomé à la disposition des gens de l'AES. Les gens de l'AES sont nos frères. Depuis des années. Il ne faut pas attendre les histoires de l'AES. Depuis toujours, les gens de l'AES, les territoires du Sahel, Burkina, Mali, Niger, ils sont nos frères. Ils resteront toujours nos frères. Et on n'acceptera jamais que des étrangers, des Européens, ajoutés à leurs petits mercenaires qui se disent panafricanistes, viennent nous embrouiller. Nos frères du Sahel resteront nos frères aujourd'hui et demain et pour toujours. Très bien. Merci. Mais quand on voit le contexte au Sahel aujourd'hui, vous êtes heureusement historien, et ça ne ressemble pas point par point à un mouvement de décolonisation de la deuxième génération? Il est clair qu'il y a un mouvement de décolonisation, puisque tout le monde est d'accord que après les indépendances, moi je ramène ça toujours à cette chanson Indépendance Tcha-Tcha. On a pris les indépendances en dansant, c'est-à-dire au lieu de prendre nos responsabilités, on a pris les indépendances en dansant. Quand vous regardez une bonne partie de ces pays à problème, on a pris les indépendances dans une négociation où une bonne partie des pays n'étaient pas d'accord. N'oublions pas qu'en 1958, quand Sékou Touré disait non tout seul, il n'était pas prévu que Sékou Touré dise non tout seul. Il était prévu que plusieurs pays en même temps que Sékou Touré disent non. Mais par la suite, avec l'action de la France, il y a un certain nombre de pays qui ont reculé par rapport à ce qui devait permettre à ces pays anciennement colonisés par la France d'obtenir véritablement leur indépendance. C'est la même chose avec le projet de Kwame Nkrumah. Quand il appelait son pays Ghana, c'était pour que ça dépasse l'espace géographique qui avait été occupé par la Grande-Bretagne, mais il voulait beaucoup plus grand pour que les Africains partent même ensemble à l'indépendance, pas de façon divisée, comme ce que l'on a fait finalement et dont les frontières sont un de nos problèmes aujourd'hui. Donc il y a cette réalité qui est là. On a parlé d'accession à l'indépendance, on a fêté, on a dansé quelque chose qui n'était pas réellement l'indépendance. Mais par la suite, il y a eu des éléments concrets qui ont montré que ce n'est pas l'indépendance. On ne parlait plus de colonialisme, on parlait de néocolonialisme. Mais quand vous regardez de l'indépendance à aujourd'hui, vous avez en Afrique ce qu'on peut appeler les forces de gauche, qui ont toujours contesté l'indépendance politique, qui ont toujours contesté l'indépendance économique, qui ont toujours contesté également l'indépendance militaire au niveau de nos pays. Et ce discours sur le panafricanisme, ils l'ont de tout le temps porté. De tout le temps, ils l'ont porté. Moi, j'avoue que je suis un peu gauchisant de ce point de vue parce que j'ai été formé par les Abdoulaye Bathily, Landing Savané, etc., qui sont tous de la gauche sénégalaise, qui, de tout temps, ont combattu les présences militaires au niveau du continent africain. La question du franc CFA, je ne les ai jamais connus avec un discours de compromission. D'ailleurs même, c'est ça qui fait que quand quelqu'un comme Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, puisque c'est les forces de gauche qui ont amené un libéral au pouvoir. Abdoulaye Wade est allé en France s'asseoir, il était découragé en pensant qu'il ne peut plus gagner. C'est eux qui sont allés le chercher en France, amener au Sénégal, porter sa candidature. Immédiatement, quand il a gagné, on l'a senti, les assises françaises de l'armée française au Sénégal ont été diminuées, le nombre de soldats a été diminué, et ça c'était sous l'action de ces gens de gauche, parce qu'on ne connaissait pas Maître Abdoulaye Wade dans ce discours de façon générale. C'est ça qui revient encore aujourd'hui, et qui revient parce qu'il y a eu le débat sur le franc CFA en particulier, qui a montré aux gens clairement comment le fait que notre CFA est logé, non pas ici quelque part en Afrique, dans les pays membres de l'UEMOA, mais en France, est véritablement une source de financement de la France qui fait parfaitement l'affaire de la France. Les débats qui ont eu lieu avec des spécialistes, les débats qui ont eu lieu avec des gens qui ne sont pas nécessairement des économistes, mais qui voulaient qu'on en finisse avec ce franc français qui continue chez nous, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais ces gens ont fait un travail de conscientisation au point que certaines populations qui n'étaient pas encore suffisamment informées par rapport à ces questions ont rejoint ce combat des forces de gauche
mais cette fois-ci en masse. Parce que malheureusement, les forces de gauche, le plus souvent dans nos pays, ont été minoritaires parce que dans leur discours, il y a des aspects qui ne convenaient pas à nos populations. Mais c'est ça c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Plus un élément supplémentaire, vous avez Sarkozy, vous avez Macron, vous avez les présidents français eux-mêmes qui viennent mettre de l'huile dans le feu et qui, en voulant servir la France, démontrent ce qui est en train d'être dit contre la France. Mais si vous y ajoutez de l'arrogance, si vous ajoutez à cela une certaine sournoiserie, où on pense que les autres ne sont pas capables de réfléchir, mais ça amène tout ce que l'on voit aujourd'hui comme réclamation d'indépendance au niveau des pays africains, portés par le Mali, le Burkina et le Niger en particulier, portés ailleurs, mais pas de la même façon que la façon dont c'est porté par ces trois pays. Ce qui a amené Ibrahim Traoré, le président burkinabé, a dit la dernière fois que Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour l'Afrique. Alors, pour revenir à notre sujet, à moins que l'ambassadeur veuille ajouter... La question à laquelle il a répondu, à savoir si ce n'est pas une deuxième phase des indépendances, je crois que c'est la question que tu as posée. Ce n'est même pas une deuxième phase, c'est une première phase, puisqu'on n'avait jamais été indépendant. On est venu tromper nos chefs d'État avec des clauses, vous appelez ça comment? Les accords coloniaux. Les accords coloniaux. Mais c'est une honte. C'est pire que le nazisme, c'est pire que l'esclavage. Mais la France démocratique, la France des droits de l'homme s'accommode de ça quand il s'agit des Noirs. Alors, récemment, j'ai entendu Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, on ne la présente pas à cette dame, dire qu'il a fallu qu'ils arrivent au pouvoir pour savoir que même pour les conseils des ministres, l'ordre du jour doit être envoyé à Paris, avalisé à Paris, on raye les sujets qu'on ne veut pas que le conseil des ministres discute, ou bien on les garde en donnant des instructions sur dans quel sens débattre de ces points-là au conseil des ministres. Mais est-ce que tu crois que à Pau, je dis Pau, c'est la ville où l'actuel premier ministre est maire. Tu crois qu'à Pau, quand il veut siéger, quand le conseil municipal de Pau veut siéger, tu crois qu'on envoie une demande d'autorisation à Paris pour que Paris choisisse les thèmes et surtout oriente les thèmes retenus? Donc c'est pour te dire qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Il ne faut pas dire deuxième phase d'indépendance, non. C'est maintenant que des Africains conscients, parce qu'il faut reconnaître à la décharge de nos prédécesseurs, de nos aînés, de nos papas, qu'ils n'avaient pas l'indépendance et ils n'avaient pas l'information. En ce moment, les médias, tu les connais, ceux qui intoxiquaient abondamment nos dirigeants, parce que il y a des dirigeants en Afrique jusqu'à maintenant, même jusqu'à maintenant. Si le matin, il n'écoute pas RFI, c'est comme il y a sa dose de drogue qui lui manque, il doit écouter. C'est religieusement d'ailleurs. Et quand on dit RFI a dit, c'est plus fort que Dieu a dit. Alors, donc, c'est dans cette atmosphère que nos politiciens ont grandi, que nos politiciens ont pris le pouvoir, que nos politiciens ont géré le pouvoir. Donc, ils sont enfermés dans une logique suicidaire. Non, pas totalement, parce que certains ont voulu quand même acquérir une vraie indépendance. Au moment des indépendances, il y avait des gens qui avaient donné les informations. Pourquoi j'ai donné le cas de Sékou Touré, c'était clair. Oui, il y a Modibo Keïta au Mali. Je ne néglige pas ces gens-là, mais je parle de la tendance qui a eu le dessus. Sékou Touré, il a risqué tout. Modibo Keïta, lui, il a risqué même sa vie. Et il y a beaucoup d'autres. Les Kwame Nkrumah, comment on appelle ça, les Lumumba, au Togo, les Sylvanus Olympio. Ils ont risqué leur vie, justement, parce que ils ont compris. Mais le blanc, sachant que c'est nègre, avaient commis le crime de comprendre leur ruse, leur stratagème à eux, mais ils les ont éliminés. Aujourd'hui, le problème revient parce que l'information est plus abondante et plus accessible. Et RFI a dit, et France 24 a dit, aujourd'hui c'est synonyme de la merde, la manipulation. Personne n'accorde foi à leur raconter parce qu'on a compris exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Il suffisait de suivre leurs prestations piteuses pendant la guerre en Ukraine pour savoir que ces sources d'information sont de véritables sources d'intoxication et de mort pour les Africains. L'histoire semble boucler une boucle. Les idéaux portés par les figures de proue du panafricanisme reviennent avec force dans un contexte où les populations africaines, mieux informées et davantage mobilisées, exigent des transformations réelles.
Les luttes actuelles pour la souveraineté économique, comme le rejet du franc CFA, ou pour une véritable indépendance militaire et politique, ne sont pas sans rappeler les combats menés par des leaders visionnaires comme Sékou Touré ou Kwame Nkrumah. Mohamedou Aliou et ambassadeur Sogouyou ont mis en lumière des réalités complexes. L'indépendance politique proclamée il y a des décennies n'était qu'une façade, laissant place à un néocolonialisme systémique. Mais aujourd'hui, une nouvelle Afrique émerge, portée par des mouvements comme l'AES, qui redéfinissent les règles du jeu géopolitique. Cependant, la route est semée d'embûches. Entre pression extérieure et obstacles internes, les États africains devront trouver la force de s'unir et de proposer un modèle politique et économique réellement au service de leur peuple. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle dynamique? Le Ghana, le Togo et le Bénin devraient-ils s'aligner sur l'AES? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et contribuez à ce débat essentiel pour l'avenir de l'Afrique.